BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, comme chaque semaine, avec nous. De quoi on parle ce matin ? Eh bien écoutez, Cédric, je pense que certains professionnels vont devoir rendre des comptes prochainement et il ne faudra pas qu'ils s'étonnent de se faire un peu secouer par les épargnants. Alors, avis aux gérants de fonds flexibles et aux conseillers qui ont commercialisé ces produits. Alors, pour bien comprendre, Cédric, je vous propose de revenir en arrière, en 2008 plus précisément. Vous vous souvenez de cette année-là ? Vaguement. La chute de Lehman, la crise, l'effondrement des marchés. Bref, adieu les 6000. Bref, la tempête. La tempête. Et de cette tempête surgit un homme et un fonds. L'homme, c'est Édouard Carmignac, gérant français atypique qui, bien avant d'autres, a mis de la couleur internationale dans ses portefeuilles et plus particulièrement des marchés émergents, alors que la majorité de ses confrères avaient d'ordinaire un biais sur les petites valeurs domestiques. Le fonds, c'est Carmignac Patrimoine. Alors, 2008, alors que les marchés dévissent de plusieurs dizaines de pourcents, ce fonds affiche une performance nette très légèrement positive. Un résultat qui est dû à la qualité de la gestion, certes, mais aussi à un superbe coup de marketing. Pourquoi ? Parce que Carmignac Gestion avait décidé de ne pas prélever ses commissions de surperformance pour permettre à ce fonds de garder la tête de sa performance hors de l'eau. Donc, il y a 10 ans, la gestion flexible née grâce à Carmignac Patrimoine. Comment on la définit exactement, cette gestion flexible ? Je vais vous dire, vous pouvez avoir autant de définitions que vous aurez de personnes interrogées. Alors, mettons-nous à la place de Choupinette pour comprendre. D'abord, les mots. Flexible, ça vient assurément en opposition au mot benchmarké. Bref, sur ces fonds flexibles, le gérant gère et il ne se limite pas à rester dans les clous de ses indices de référence. Alors, vous noterez quand même, Cédric, c'est assez rigolo comme expression. Un gérant qui gère, ça fait un brin tautologique. Eh bien non, parce que Choupinette doit le savoir, il y a aussi des gérants qui glandent et incontestablement, c'est quand même le gros de la place. Bon, la gestion flexible, ça correspond donc à une recherche de gestion active, avec quoi comme objectif la performance ? Alors, un professionnel n'osera vous le dire clairement sur ce plateau, mais en fait, l'objectif de ces fonds, depuis cette perf de Carmignac Patrimoine en 2008, dans un environnement très chahuté, c'est la préservation du capital pour le client. Alors, ne pas afficher de recul en cas de marché baissier, et puis naturellement, capter une partie de la performance à la hausse. Alors, beaucoup d'ailleurs de produits se sont retrouvés avec des objectifs de performance qui étaient à EONIA+. Donc, EONIA, c'est le marché monétaire, autrement dit, ce qui est considéré comme étant le taux sans risque. Donc, dans la logique des développements, par exemple, des unités de compte dans les contrats d'assurance vie, ces produits flexibles ont joué un rôle majeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été présentés en substitution du fonds euro. Bon, on est 10 ans plus tard et il y en a un bon nombre qui ne sont pas à la fête. Écoutez, cette année, je vais vous faire une confidence. J'entends dire que les marchés actions sont pas à la fête. Alors, le CAC 40, là, il doit afficher depuis le début de l'année un repli de l'ordre de 8%. Et alors, j'ai envie de dire, personnellement, je crois qu'il n'y a pas de quoi en faire un fromage. J'ai pris les chiffres annuels de variation des cours du marché français depuis le début des années 50. J'ai constaté qu'il y avait eu 42 hausses pour 25 années de baisse. Donc, peu ou prou, ça fait 2 années de hausse pour une année de baisse. Mais voyez-vous, on a progressé en 2015, en 2016 et en 2017. Donc, si on baisse en 2018, pour moi, ça ressemble à l'ordre normal des choses d'un point de vue statistique. Ça, c'est de la statistique et vous n'avez pas répondu à ma question qui concernait les performances de nos fonds flexibles. Eh bien, les fonds flexibles, pour l'instant, presque tous affichent une performance négative sur l'année, avec par exemple quasiment moins 10 sur Carmignac Patrimoine. Alors, pour l'heure, je vais vous faire une confidence. Le client, il se pose la question de savoir s'il va pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture ou ce qu'il doit acheter pour les courses de Noël. Mais en début d'année prochaine, si les choses en restent là, il va finir par recevoir un relevé de compte, un relevé de portefeuille ou que sais-je. Et il va finir par regarder la perf. Et là, je vous le dis, il risque de l'avoir mauvaise. Ouais, enfin, cet épargnant, il va se retourner vers son conseiller qui, finalement, n'y est pour pas grand-chose. Ouais, pour pas grand-chose. C'est certes pas lui qui est responsable de la performance, mais c'est quand même lui qui a fait la sélection du produit. L'autre élément majeur qu'on va découvrir en ce début d'année, c'est que désormais, il y a des règles sur la transparence sur les frais et la réglementation impose de donner aux clients la facture globale des frais. Et les frais de gestion des fonds flexibles, croyez-moi, ils sont salés. Ça veut dire, vous avez des chiffres ? Eh bien, on va prendre une étude de l'AMF qui a été publiée en décembre 2017 sur les frais courants par classe d'actifs. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte les commissions de surperformance. Actions asiatiques, 1,5
1,30%. Actions américaines, 1,36%. Obligations internationales, 0,96%. Et les diversifiés internationaux qui vous permettent donc d'avoir toutes les bonnes classes d'actifs pour pouvoir être flexibles de l'une à l'autre, 1,89%. Et d'ailleurs, sur le sujet, cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un très intéressant graphique qui a été publié par la société Cantalis. Bon, les graphiques, c'est bien, mais à la radio, il va falloir le décrire. C'est très simple, je vous le dis. Vous avez les performances des fonds prudents, équilibrés et dynamiques, mais aussi des flexibles. Eh bien, vous constatez qu'en termes de risque, sur toutes les périodes, vous prenez 1 an, 2018, vous prenez 3 ans, vous prenez 5 ans, vous prenez 8 ans, eh bien vous constatez que le flexible, il est peu ou pour en termes de risque au niveau des fonds équilibrés. Mais en revanche, en termes de performance, il est systématiquement en dessous. Alors, est-ce l'effet de frais supérieurs ou d'un mauvais timing? En tout cas, je crains que si les marchés en restent là, 2018 sera l'année du tsunami pour les flexibles et ces produits-là pourraient devenir un animal en voie de disparition. Comme les profilés en leur temps? Ouais. Bonne mémoire, effectivement, années 90, la place met en avant les profilés. Dis-moi qui tu es, je vais gérer ton portefeuille en fonction de ton profil de risque. Comme ça, tu auras un risque adapté à ta tolérance aux pertes. Et puis voilà que les marchés baissent et que les fonds équilibrés perdent près de 10% en une année. Alors, équilibré, on va être honnête, les Français le sont tous, ou presque, mais pour eux, ça ne correspond pas à une perte d'autant sur un an. Haro, donc, à cette époque-là, sur les profilés. Les flexibles vont donc prendre la suite. Non seulement il sera question cette fois de piloter le risque, mais aussi de sortir de la perf. Bingo, on est en train d'assister à leur explosion en plein vol. On a le sentiment que ça vous fait plaisir? Non, ça me fait pas plaisir, j'essaie juste d'être raisonnable et rationnel. On va faire, Cédric, si vous le voulez bien, le calcul de l'espérance de ce gain de ce genre de produit. On a vu qu'on était dans des structures proches de l'équilibré. Donc l'équilibré, c'est 50% de taux, 50% d'actions. Donc les taux pour prou, ça rapporte rien. Donc le potentiel du produit, moi je dis que les actions, c'est 5% à terme que l'on espère avoir. Donc je fais 0 plus 5 divisé par 2, ça me fait une espérance de gain brut de 2,5 ans. Là-dessus, on l'a vu, on prend les frais de gestion, 2% pour simplifier. Je vous donne donc le résultat. Ça me fait donc une espérance de gain après frais de gestion de 0,5. 0,5, je rappelle, ça sera le plancher du livret A en 2020 après la réforme. Mais je vous ai aussi dit la chose suivante, Cédric. Je vous ai dit qu'on le mettait dans un contrat d'assurance vie en alternative au fonds en euros. Et donc, je retire les frais de gestion du contrat. Donc, espérance de gain plus 0,5. J'enlève 1% de frais de gestion. Et j'arrive donc à une espérance de gain de moins 0,5%. Pardon, mais faut quand même pas prendre les épargnants pour des quiches en leur vendant un produit risqué qui a une espérance de gain négative. Bon, là c'est presque imparable entre guillemets, mais vous n'avez pas l'inconnu dans votre équation, vous n'avez pas le facteur, l'alpha entre guillemets du gérant qui va pouvoir rééquilibrer justement son portefeuille pour faire mieux. La capacité du gérant d'être flexible. Le seul problème, c'est que l'année 2018 et les chiffres de Cantalis nous démontrent qu'en pratique, ce n'est pas une source de valeur ajoutée. En fait, je pense qu'autour de ce sujet des fonds flexibles, il y a un vrai sujet de pédagogie autour du risque et de la bourse. C'est-à-dire ? Mais la pédagogie autour de ces produits, c'est de dire il y a plein d'opportunités partout, c'est complexe, mais nous les pros, on sait faire, on sait débusquer les bonnes opportunités au bon moment. Le résultat, tel qu'il sera vécu par le client à la vue de son relevé en début d'année prochaine, je vous le dis, c'est on s'est foutu de moi. L'autre approche, et c'est celle que je préfère de loin, c'est de faire le constat pour tous les gens qui ont travaillé dans le monde de l'entreprise, etc., que les boîtes ne cessent de faire des efforts pour croître, améliorer leur profitabilité. Et qu'en toute logique, à un moment ou à un autre, ça doit se retrouver dans les cours de bourse. Mais que, naturellement, il y a du risque, que l'environnement soit moins favorable, que les bourses se déconnectent un peu de la réalité économique, et qu'en pareille situation, la valorisation ne reflète pas la réalité économique. Bref, cela revient à traiter Choupinette comme une personne dotée de neurones, et non comme une assistée et une demeurée. Mais moi, je me pose la question, ça, le système est-il capable de le faire ? Jean-François Fillard, qui ne mâche pas ses mots. On se retrouve tout à l'heure ? Oui.